bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et vu qu'on est en décembre, un nouveau pull de Noël. Si vous me connaissez depuis un petit moment, vous saurez que je voue un culte au pull de Noël. Et celui-là, ça fait un petit moment que je l'avais pas sorti. En plus, hop, le petit pompon, le petit nez. Voilà, moi ça me fait plaisir. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture de ce début décembre, de ces 15 premiers jours de décembre, où je vous avoue qu'il n'y a pas eu beaucoup de livres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à vous présenter et un que j'ai commencé, pas beaucoup, mais un petit peu. La faute à Montreuil, la faute à tourner les vlogmas, même si c'est une fois par semaine, ça veut dire que tous les jours il faut que je fasse un petit clip, il faut que je le monte. La faute à mes heures de conduite où j'en ai beaucoup en ce moment. Bref, tout ça qui fait que j'ai eu pas beaucoup de temps pour lire et surtout j'ai eu un peu de mal à lire parce que j'étais très fatiguée et du coup je mettais beaucoup de temps à comprendre la phrase, je relisais parfois plusieurs fois le même chapitre ou le même paragraphe. Donc voilà, c'est pas un update lecture très conséquent, mais c'est pas grave, c'est quand même de plutôt bonnes lectures, à part une qui m'a un peu laissé un peu de marbre, mais sinon je suis plutôt contente de ce que j'ai lu, donc c'est parti pour vous les présenter. Dans le train pour Montreuil et pendant les files d'attente à Montreuil, j'ai lu Le crime parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot, publié chez Moisson Noire, qui m'avait été envoyé par la maison d'édition. C'est une histoire qui se passe donc en 1926, dans la vraie vie, hein, dans la réalité. Agatha Christie a disparu pendant 10 jours et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, on a quelques bribes d'informations, donc en fait on connaîtra jamais le fin mot de l'histoire. Et Bénédicte Jourgeot a décidé d'imaginer en fait, avec les éléments qu'on a déjà en notre possession, de déterminer ce qui aurait peut-être pu lui arriver. Donc on va suivre donc Agatha Christie qui apprend en fait que son mari la trompe et qui va peut-être demander le divorce. Du coup elle décide de partir, mais alors elle part, voilà, elle ne dit rien à personne et elle s'enfuit et de là va lui arriver plusieurs péripéties. Au début elle voulait aller je crois à Athènes, mais finalement elle rencontre des personnes très déplaisantes qui sont censées séjourner dans le même hôtel qu'elle et du coup sur un coup de tête elle change d'avis. Je crois qu'elle va aller en Turquie, mais du coup elle se retrouve sur un bateau et elle a assez peur de la navigation, du coup elle n'est pas très sereine et en fait il y a un mort tout simplement qui arrive et du coup elle va elle-même essayer de comprendre ce qui se passe parce que ce qui est bizarre c'est qu'il y a plusieurs morts qui arrivent et la veille elle avait écrit pour des futurs bouquins ce qui pourrait arriver à ces personnages et ils meurent de la même façon. Du coup elle est forcément soupçonnée. Voilà, en gros l'histoire c'est ça. Et alors autant j'ai adoré, mais alors adoré la partie sur le bateau avec l'enquête, avec les soupçons qui pèsent sur elle. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. On a quelques noms qui sont donnés au niveau des personnages qui en fait reprennent des... les personnes qui sont avec elle reprennent des noms de personnages qui existent plus tard dans ces livres et du coup on sait comment certains personnages sont tués, mais en même temps moi je trouve que c'est pas trop du spoil parce que on sait que dans les romans d'Agatha Christie il y a un mort en fait assez rapidement et en fait on sait pas qui l'a tué et c'est ça qui est important, c'est de savoir qui l'a tué. Savoir comment il est mort, ça on le sait tout de suite en général au début du roman, donc c'est pas un très gros spoil et très honnêtement je ne m'en souviendrai pas d'ici là, je ne me souviendrai pas qui est mort comment, donc ça c'est pas très grave au niveau des spoils. Par contre, chose très importante, le meurtrier du meurtre de Roger Ackroyd est clairement dit, mais alors clairement, et il vous l'explique d'une façon où vous ne pouvez pas normalement ne pas vous en souvenir. Donc si jamais vous voulez lire ce livre mais que vous n'avez pas lu le meurtre de Roger Ackroyd et que vous voulez le lire, lisez-le avant, clairement, moi je vous le dis. En plus moi je l'ai écouté en audiobook et le narrateur était vraiment formidable, donc si jamais vous avez envie de lire le meurtre de Roger Ackroyd en version audio, je vous le recommande à 1000%. C'est vraiment pour moi le seul qu'il est nécessaire de lire avant de commencer ce livre. Le reste après c'est des petites choses qui sont données mais qui ne sont pas pour moi assez importantes pour qu'on s'en souvienne et surtout c'est pas vraiment un gros spoil. Je veux dire par exemple dans le crime de l'Orient Express, savoir qui va mourir et comment, sachant qu'on vous le dit normalement dans les 50 premières pages, c'est pas très grave si on vous le dit parce qu'en plus vous vous en souviendrez pas.
Par contre le meurtrier là c'est un peu plus... voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie sur le bateau. J'ai trouvé qu'on était à fond dans l'ambiance Agatha Christie, que ça se mariait super bien avec son univers, que... Enfin, on peut pas dire qu'elle est légale, hein, parce que clairement non. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était à la hauteur en fait de ce qu'on attendait. Par contre, en même temps il fallait un petit peu s'accommoder des vrais faits de la vie réelle. Mais je trouve que la fin est un peu alambiquée, je trouve qu'elle est un peu pas très réaliste. Et surtout qu'elle se met en place beaucoup trop rapidement. L'explication de tout ce qui s'est passé, c'est sur, comment dire, c'est sur 10 pages. Et alors autant dans les romans en général de type whodunit, donc qui l'a fait, type Agatha Christie, vous avez en général l'enquêteur qui relate des faits pour raconter et en arriver en fait à l'explication de qui a tué et pourquoi. Ça je suis d'accord. Mais là on a l'explication de pourquoi elle a vécu tout ça et je trouve que c'était trop peu étoffé et que ça venait un petit peu comme un cheveu sur la soupe et du coup j'ai pas été convaincue par la fin. Par contre ça restait quand même une très bonne lecture et je le conseille aux personnes qui aiment le Cozy Mystery. Ensuite j'ai eu la chance de lire l'épreuve non corrigée de la sortie de janvier 2023 de la maison d'édition Faubourg Marigny. Il s'agit de La berceuse des sorcières d'Esther Fox et déjà la couverture sublimissime. Voilà. On va suivre deux temporalités. Comment elle s'appelle déjà ? Augusta, voilà, Augusta qui est dans notre monde, qui est une personne qui travaille dans des musées et qui va être engagée à la Harlow House, qui est une maison qui est très connue dans les environs, qui a beaucoup de, comment dire, beaucoup d'histoires qui la traversent en fait. Et sur place, elle va découvrir qu'il y a une certaine Margaret qui aurait existé, mais que tout ce qui la concerne a été effacé. C'est comme si elle avait disparu en fait. Et ça va vachement l'intriguer et du coup elle va décider de mener, enfin pas mener l'enquête mais faire des recherches pour découvrir en fait tout simplement ce qui a pu lui arriver. Et en parallèle on va suivre donc l'histoire de cette fameuse Margaret pendant la deuxième moitié du 19e, donc 1850, quelque chose comme ça, qui elle est une jeune femme donc, qui fait partie de cette famille Harlow, mais qui a une appétence particulière avec la magie, que ce soit à la fois au niveau de l'arboristerie, donc de créer des remèdes en fait, un peu des remèdes de grand-mère, mais ça va un peu plus loin que ça. Je vous dirai pas comment, mais elle a quand même une certaine maîtrise des éléments, clairement. Et en fait, elle va être très féministe. Avant l'heure, en fait, elle va essayer de venir en aide aux femmes qui, par exemple, ont été inséminées, clairement, et qui ne veulent pas d'enfants, ou enfin voilà, plein de choses comme ça. Elle va venir en fait en aide aux femmes qui viennent la trouver. Sauf que quand les hommes la prennent, en fait ça se passe pas très bien et du coup elle est très vite catégorisée comme étant une sorcière et il va lui arriver un petit peu de bricole cette jeune femme. Donc on va suivre en fait une double temporalité entre les deux et j'ai beaucoup aimé ce roman en ce qui concerne l'ambiance. Je trouvais que l'ambiance était vraiment sympa, qu'on était vraiment plongé dans le mystère, dans l'ésotérique, parce qu'il y a une vraie part d'ésotérique dans ce roman, c'est pas juste une double temporalité et des fausses sorcières, il y a vraiment de l'ésotérique dedans et ça franchement ça m'a plu parce que c'est ce que je recherche. J'aime beaucoup quand on a un récit qui est ancré dans la réalité mais qui a une touche d'ésotérique, de fantastique. En général c'est un sujet qui me parle beaucoup, même si j'aime beaucoup aussi les univers complètement inventés, hein. Mais c'est vrai que je trouve ça très, en général un peu mélancolique ce genre d'ouvrage et j'aime beaucoup. Et par contre idem, la fin est un peu rapide et j'ai trouvé qu'il y avait certaines thématiques qui avaient été soulevées mais pas très bien explorées, comme la filiation d'Augusta qui a été évoquée mais en fait on n'a pas vraiment le fond du sujet. Par contre, ce qui est bien dans ce roman, c'est qu'on a vraiment des thématiques très fortes au niveau du féminisme, au niveau de l'émancipation des femmes, au niveau de leur place, au niveau de leur force, et ça j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc c'est un roman que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Je vous en reparlerai dans les sorties de janvier pour vous donner sa date de sortie officielle, mais en tout cas c'est vraiment une très bonne découverte, pas un coup de cœur mais une très bonne découverte pour commencer l'année des Flamboyantes, donc les partenaires de Faubourg Marigny dont j'ai la chance de faire partie pour 2023. Franchement je suis très contente. Ensuite sur celui-là je vais aller un peu plus rapidement. Il s'agit de l'intégrale de Fées et Sang de George R.R. Martin publié chez Pygmalion, que j'avais reçu également en service de presse.
il y a un petit moment. Voilà, j'ai dû le recevoir en août et je l'ai commencé en octobre je crois. Et je l'ai terminé en décembre. Voilà, c'est pour vous dire, cette bricasse m'a tenu compagnie une bonne partie de la fin 2022, très honnêtement. Évidemment, vous connaissez l'histoire de Game of Thrones et Feu et Sang, c'est l'histoire des Targaryens avant la période de Game of Thrones. Donc la famille de Daenerys à partir de la conquête des Targaryens de Westeros, donc par Aegon le Conquérant, jusqu'au règne de Aegon III qui est, par rapport à la série télé, pour ceux qui ont vu, qui est un des fils de Rhaenyra qui est l'héroïne principale, enfin une des héroïnes principales de House of Dragon. Voilà, donc on est quand même sur, je crois, 130 ans. Par contre, on est encore très loin de l'histoire de Game of Thrones, vu qu'il y a encore, je crois, 140 ans entre ce moment-là de la fin donc de Feu et Sang et la déchéance en fait de Aerys le Fou, donc le père de Daenerys. Donc voilà, il n'y a pas toute l'histoire encore entre eux. Il y a encore pas mal de choses à raconter, je pense, sur la famille Targaryen, qui n'est pas laissé au hasard à mon avis. Mais ça relate quand même du coup la moitié de l'histoire des Targaryens entre le moment où ils sont arrivés sur Westeros et le moment où Daenerys sort de sa coquille, on va dire, dans Game of Thrones. C'est un récit qui est très particulier puisqu'il est écrit tel un récit d'histoire, vous n'avez aucun dialogue. Aucun dialogue. Par contre, il est magnifique, vous avez des illustrations qui sont sublimes. Assez souvent, voilà, ce genre de choses, des pleines pages comme ça. Ça arrive un peu au hasard, hein, c'est pas spécifique à des débuts de chapitres ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment très très beau et ça apporte tellement à l'histoire, vraiment, ça apporte vraiment beaucoup de substance et de... Ah voilà, là vous avez les 3 premiers Targaryens qui sont arrivés sur Westeros, voilà. Ils sont très très beaux. Mais ce que j'aurais à dire, c'est qu'en fait vous avez 2 parties dans l'intégrale. Vous avez la première partie qui est très indigeste je trouve et qui raconte beaucoup d'événements en très peu de pages. Du coup c'est du name dropping, on vous balance des noms de tout dans tous les sens, vous les connaissez pas, vous êtes complètement perdu, ça va très vite, c'est très difficile à suivre et surtout vu qu'il n'y a pas de dialogue c'est quand même très indigeste. La première partie, voilà, sachez-le, elle n'est pas évidente. Par contre, à partir de la deuxième partie, on arrive sur une période de temps beaucoup plus restreinte, je dirais une 50aine d'années à peu près, grand max, sur 400 pages. Du coup ça va vachement plus vite puisque sur la première partie il y a bien 100 ans qui se passent en 350 pages, 400 pages. La deuxième partie c'est un peu plus digeste parce que bien qu'il n'y ait pas j'allais dire de paroles, mais bien qu'il n'y ait pas de dialogue, alors oui, je me suis un petit peu habituée aussi au fait qu'il n'y ait pas de dialogue, ça a dû jouer. Mais du coup j'ai trouvé que vu qu'on est sur une période de temps beaucoup plus courte, on a le temps de bien s'imprégner des personnages, des noms, des conflits, voilà, vraiment des intrigues. Je trouve que c'était beaucoup plus facile à suivre et j'ai beaucoup aimé en savoir beaucoup plus sur cette famille Targaryen qui me permet maintenant de pouvoir regarder la série télé en toute sérénité puisque j'avais très envie de faire l'inverse de Game of Thrones, c'est-à-dire d'abord lire le livre et ensuite regarder la série. Donc voilà, j'attendais d'avoir fini ça pour pouvoir commencer la série et maintenant je vais pouvoir le faire, donc je suis très contente. Mais voilà, si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, gardez en tête que la première partie est un peu compliquée. Voilà, elle est un peu compliquée à suivre. Et c'est pas un ouvrage que je recommande à tout le monde. Clairement, si vous n'aimez pas la high fantasy, si vous êtes perdu dès que le monde est un peu complexe, passez votre chemin, clairement. Hein. Parce que même si vous connaissez l'histoire de Game of Thrones, passez votre chemin. Parce qu'il y a tellement de noms et de batailles que... Enfin voilà, clairement c'est pas fait pour tout le monde. Ensuite j'ai lu en LC avec Aurélie de la chaîne Livromancienne, enfin en LC qu'on a duré 2 jours, voilà. Un Noël sans fin de Christina Loren publié chez Hugo dans leur collection poche de cette année, mais il est sorti l'année dernière en grand format. Christina Loren c'est donc un duo d'autrices qui avait écrit aussi L'Antilune de Miel que j'avais adoré. Et dans cette histoire on va suivre Mae qui en gros est une jeune fille qui passe toutes ses vacances de Noël avec ses parents, mais aussi les meilleurs amis de ses parents qui sont connus à la fac. C'est un peu une tradition tous les ans, voilà, ils doivent se retrouver au chalet pour 6 jours et c'est
On n'a pas le droit d'y déroger. Les parents de Mae sont divorcés, mais ils le font quand même. Voilà, c'est une tradition et on n'a pas le droit de déroger à la tradition. Et Mae, elle a toujours été élevée avec donc 2 fils qui font partie des enfants en fait des amis. Vous avez Andrew et Théo. Ils ont toujours été élevés ensemble. Vous avez Théo qui est né à, je sais pas, quelques semaines d'écart de Mae et Andrew qui a 3 ans de plus. Et Mae, elle a toujours été amoureuse d'Andrew toute sa vie. Sauf que suite à une soirée arrosée, elle a embrassé Théo et à partir de là tout va mal, elle est au bout de sa vie. Et sur le chemin du retour en voiture, elle a un accident. Mais juste avant d'avoir l'accident, elle dit qu'elle veut voir ce qui la rendrait heureuse. Et du coup elle se retrouve 6 jours avant dans l'avion qui l'emmène justement au chalet. Et elle va pouvoir tout recommencer encore une fois pour trouver le bonheur. Alors moi, la thématique du voyage dans le temps, si jamais vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous saurez que c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. J'ai vraiment une appétence pour ces questions de retourner dans le temps, de revivre les mêmes choses, ou alors d'aller du passé au futur. Enfin voilà, c'est des thématiques que j'aime beaucoup et j'en attendais du coup beaucoup de ce livre parce que je m'étais dit... tu ne choisis qu'une seule romance de Noël à lire en décembre parce que j'en regarde beaucoup donc j'ai pas envie de faire l'indigestion en lisant beaucoup aussi. Voilà, j'ai jeté mon dévolu dessus en me disant c'est celui-là que je veux. Et j'ai été déçue. Alors, attention, j'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai trouvé très sympa, je l'ai trouvé adorable, j'ai trouvé drôle, je trouvais que c'était une super romance de Noël et Christina Lauren, le duo d'autrices, donc je trouve qu'elles font des romans qui sont vraiment accessibles aux personnes qui ne lisent pas de la romance parce que c'est vrai que moi j'en lis pas souvent mais c'est le genre de romance que j'aime bien de temps en temps, donc ça je trouve ça vraiment chouette, c'est drôle, c'est cocasse, c'est mignon, c'est attendrissant, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent bien et franchement si je n'avais pas attendu beaucoup de choses du voyage dans le temps, j'aurais vraiment bien aimé ma lecture, bien que je préfère l'Anti-Lune de Miel. Je l'ai trouvé un peu mieux, notamment au niveau du personnage principal que j'ai beaucoup plus aimé et le love interest, pareil, clairement par rapport aux 2 qu'on a ici, je préfère les autres, mais ça reste quand même une très bonne romance de Noël, je le conseille. Juste, j'ai tellement le goût de ce voyage dans le temps que là j'ai été très déçue parce qu'il est très peu exploité. Il est vraiment effleuré en surface. Vous avez 2 ou 3 voyages dans le temps qui se passent sur une période de, allez, 30 pages. Et après on reste sur la moitié du roman sur la même ligne temporelle et j'ai trouvé que c'était dommage d'approcher un livre de cette façon et de ne pas en profiter pour vraiment utiliser ce mécanisme et en fait finalement c'est juste comment dire, une excuse pour refaire une fois parce qu'en fait les fois où elle revient dans le temps il se passe vraiment pas grand chose, pas quelque chose de substantiel du moins. Du coup en fait c'est comme si c'était juste l'excuse pour tout recommencer une fois. Et voilà, j'ai trouvé ça dommage, mais c'était quand même une très bonne lecture et je le recommande à toutes les personnes qui cherchent une romance de Noël pour cette année. Ensuite, j'ai lu One Dark Window de Rachel Gillig, publié chez Orbit, c'est la version Fairyloot, qui est très belle comme toujours. Donc c'est de la lecture VO, et là on va suivre une jeune fille qui s'appelle Elspeth. C'est super dur à prononcer, franchement qui imagine ce genre de prénom? Elspeth, bref, l'héroïne dans cette histoire a été imprégnée de la magie et dans ce monde là vous avez en fait une magie qui est autorisée qui est la magie des cartes, c'est un petit peu comme des cartes de tarot qui ont différentes habilités, par exemple le calice il permet de dire la vérité. Voilà, le cauchemar il permet de se matérialiser dans la tête de quelqu'un et pour pouvoir lui parler en pensée par exemple. Bref, il y a plusieurs cartes comme ça, sauf que le reste, les autres magies ne sont pas autorisées. Et quand quelqu'un, un enfant en général, développe une certaine magie, on va le tuer tout simplement. Et l'héroïne, appelons-la comme ça, va en fait avoir une certaine magie, mais qui est indécelable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible, ce qui fait qu'elle passe un petit peu entre les mailles des filets, parce que elle, son pouvoir, c'est de pouvoir, comment dire,
faire un entre guillemets avec les cartes. Et un jour elle touche la carte du cauchemar et elle a depuis le cauchemar qui vit en elle. Un cauchemar très particulier qui va lui donner des réponses, qui va l'aider à se battre, qui va la sortir de plein de situations compliquées. Mais ce cauchemar, il a une particularité, c'est que plus elle lui demande de l'aide, plus il prend le contrôle sur elle. En gros, c'est ça l'histoire. Je pourrais pas vous en dire grand chose de ce livre, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal à être investie. Je ne sais pas si c'est, j'en parlais avec ma copine Caro là il y a 5 minutes, si c'est pas le combo du fait que à la fois niveau saison c'est plus trop ce que j'ai envie de lire, puisque là on est vraiment dans quelque chose de très automnal, très gothique, très voilà. Donc niveau saison on n'y est plus du tout, moi je suis plus ambiance Noël, hiver, froid, voilà. Et aussi j'étais très fatiguée, donc lire en anglais quand je suis fatiguée, ça me demande beaucoup plus d'énergie que je n'avais pas forcément. Donc je pense que c'est un peu un mélange des deux, puisque ce n'était pas une mauvaise lecture en soi, mais juste je n'étais investie ni dans les personnages, ni dans l'histoire, ni dans les retournements de situation, ni dans les rebondissements. Et surtout je trouvais que y avait des choses qui étaient évidentes, mais évidentes, qu'on nous dévoile en fait 300 pages plus tard alors qu'on l'a compris dès les 20 premières pages en mode ah non, sans blague. Et en fait j'étais là, alors bah oui mais en fait on le savait déjà quoi. Mais l'héroïne qui normalement quand même est censée connaître certaines choses par rapport à ce monde là n'a pas tilté, ça me... voilà. Bref, en soi du coup voilà, c'était pas une mauvaise lecture, mais juste j'étais pas du tout investie dans cette lecture. Du coup je sais pas trop ce que je vais en faire, je sais pas si je le garde, si j'attends de voir, mais c'est vraiment un livre en demi-teinte pour moi. Et du coup on est arrivé sur ma lecture en cours qui est Petit meurtre à Endgame d'Alexandra Benedict, publié chez Charleston. J'en suis à la page 114, donc je lis un petit quart. Dans cette histoire on va suivre Lily qui est une jeune fille qui a perdu sa maman et qui reçoit une lettre de sa tante tout fraîchement décédée qui lui demande de venir faire une dernière chasse au trésor au manoir de Endgame. C'est apparemment quelque chose qu'ils faisaient assez souvent quand ils étaient petits, entre cousins, une chasse au trésor avec des énigmes. Et à la clé de cette chasse au trésor, il y aura l'héritage de la maison. Puisque sa tante Liliana a décidé qu'elle ne lèguerait pas sa maison à ses enfants, mais que tous les cousins auraient le droit de participer à la chasse au trésor pour pouvoir potentiellement gagner en fait la maison. Mais surtout Liliana dit dans sa lettre que apparemment à la fois la mère de Lily et elle-même pourraient avoir été assassinées et qu'elle demande à Lily en fait de mener l'enquête pour savoir qui a commis le crime. Donc voilà, on est dans un cozy mystery qui se passe dans la campagne londonienne, avec de la neige, avec des festivités, puisque en fait ils vont avoir 12 jours avec 12 énigmes et que le premier jour commence le 25 décembre. Donc on est vraiment dans cette ambiance Noël, post-Noël, avec déjà des dîners un peu festifs, des secrets de famille, des embrouilles, voilà, enfin de Noël quoi. Mais du coup c'est pour le moment une très bonne lecture. En fait j'arrive tout juste, vous voyez, Noël, premier jour des 12. Et apparemment l'autrice a elle-même disséminé des anagrammes et des jeux de pistes un petit peu pour le lecteur. Et ça je trouve ça super cool parce qu'à la fois on va mener l'enquête avec Lily, mais aussi le lecteur peut aussi chercher des anagrammes au milieu des phrases. Et ça je trouve ça vachement cool, étant une grande fan de chasse au trésor, d'escape game et de tout ce que vous voulez. Ça me tente de ouf et pour l'instant j'aime beaucoup l'écriture, ça se lit très bien et j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet puisque là on arrive dans le premier jour. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette update lecture. Vous voyez, il y a quand même eu de bonnes lectures et de belles découvertes. Il n'y a que One Dark Window qui m'a vraiment laissé coup-ci coup-ça. Il n'y a pas eu de coup de cœur, mais il y a eu de très bons moments de lecture malgré la fatigue. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même donné envie de découvrir quelques-uns de ces livres et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous fait particulièrement envie. En attendant, je vous remercie évidemment pour votre soutien et comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.